Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez eu moins de plaisir à lire ? Pourquoi vous êtes-vous mis à ressentir de la fatigue au lieu de palpiter au rythme des pages et des mots ? Qu'est-ce qui a changé ? Vous ou bien votre vue ? Chacun doit pouvoir compter sur sa vue. C'est pourquoi chez Écoute et Voir, nous lançons la prévention pour tous et vous accueillons pour évaluer gratuitement votre vue dans nos 750 magasins d'optique. Écoute et Voir, optique et audition mutualiste. Soumis au code de la mutualité, évaluation à but non médical. Vous écoutez RTL. Mi hai detto che durante il periodo della falsificazione della firma di tuo padre sei passato dall'inferno. E no, ti sbagli, Maurizio. L'inferno per te deve ancora venire. Tu m'avais dit que quand tu trichais en imitant la signature de ton père, tu avais connu l'enfer. Tu te trompais, Maurizio. L'enfer est devant toi. Bonsoir. Argent, sexe et jalousie. Règlement de compte chez les très riches dans une famille qui ressemble à s'y méprendre à celle incarnée dans la série Dallas. Crime ce soir chez les Gucci, une dynastie italienne dont le seul nom évoque la mode et le luxe absolu. Des boutiques dans le monde entier, une griffe destinée à une clientèle privilégiée. C'est derrière ce décor plaqué or que s'est joué au printemps 1995 un spectaculaire assassinat. Celui du flamboyant playboy Maurizio Gucci, héritier de la marque et richissime businessman. Une mort tout aussi brutale qu'imprévisible qui a toutes les allures d'un contrat. L'enquête va alors longtemps naviguer dans les méandres de l'empire Gucci et dans ceux d'une famille où semble régner depuis des lustres. Fâcherie, inimitié et trahison. Va ainsi surgir dans ce paysage l'ex-épouse de Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani, l'une des plus belles femmes de Milan, habituée à la chronique People, et qui va basculer dans la chronique judiciaire. Elle va être surnommée la Veuve Noire. C'est cette histoire criminelle que nous allons raconter ce soir avec nos invités. Histoire qui va bientôt faire l'objet d'un film, House of Gucci, avec Lady Gaga dans le rôle principal. Histoire qui inspire donc désormais le cinéma, mais histoire vraie. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'assassinat de Maurizio Gucci au printemps 1995, en plein centre de Milan. Une exécution en bonne et due forme qui ne va laisser aucune chance au riche héritier, l'une des personnalités les plus en vue du luxe mondial. Ce 27 mars 1995, vers 8h30, Maurizio Gucci, 47 ans, quitte son appartement au numéro 38 du Corso Venezia à Milan. C'est une belle journée. L'homme d'affaires marche d'un pas sportif. Il sait qu'il n'a qu'à traverser le carrefour pour se retrouver via Palestro au numéro 20, le siège administratif de la maison Gucci. Maurizio Gucci est comme d'habitude seul, dépourvu de garde du corps, même si par le passé, il a parfois fait l'objet de menaces, des intimidations qu'il n'a jamais pris au sérieux. L'héritier de la maison de maroquinerie n'a ainsi pas prêté attention à l'homme qui lui a emboîté le pas et le suit à quelques mètres. Maurizio Gucci arrive devant la porte grande ouverte du numéro 20. Il salue d'un hochement de tête le gardien et portier Giuseppe Onorato, puis s'apprête à monter les marches. 3 coups de feu claquent à ce moment-là. Les 2 premiers le touchent à l'épaule sous l'omoplate. Le 3e perfore le haut de la cuisse. Insuffisant pour le tuer, mais suffisant pour l'immobiliser. Maurizio Gucci est stupéfait, il se retourne vers son portier. L'inconnu lui tire alors une 4e balle en pleine tête. Le tueur s'enfuit, il fait feu sur le portier qui se jette au sol. Giuseppe Onorato est par miracle seulement blessé au bras. Il est le seul témoin d'un crime qui visait l'un des hommes les plus riches au monde. Les secours n'ont pas pu ranimer Maurizio Gucci. Les massages cardiaques n'ont servi à rien. Ce dernier était déjà en état de mort cérébrale quand ils sont arrivés. La brigade criminelle de Milan, la Criminalpol, est également sur les lieux. Les relevés d'empreintes ne donnent rien. Le tueur a utilisé manifestement un pistolet qui tirait des balles de calibre 7,65. Des témoins ont vu l'homme s'engouffrer dans une voiture conduite par un complice, une Renault Clio de couleur verte, une voiture certainement volée. Un règlement
règlement de compte plutôt professionnel, même si le tueur n'était certainement pas un tireur d'élite. Le gardien blessé, Giuseppe Onorato, est entendu sur son lit d'hôpital. Il ne peut donner qu'un signalement très vague de l'assassin, un homme de taille moyenne, très brun et très nerveux. La nouvelle de la mort de l'héritier Gucci se répand comme une traînée de poudre. Radio, télé, journaux, tout le monde s'en empare. Source immédiate de spéculation en tout genre. Le procureur adjoint en charge du dossier, Carlo Nocerino, pense aussitôt à un règlement de compte sur fond de litige financier. Tout est possible, dit-il, mais la piste privilégiée est celle du business, les transactions financières dans lesquelles était impliquée la victime. C'est ce qu'affirme alors le magistrat. Bonsoir Caroline Pigozzi. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes dans le studio ce soir de l'heure du crime, journaliste, grand reporter à Paris Match, ce bel hebdomadaire Paris Match. Vous êtes spécialiste du Vatican. Oui, il y a moins de crimes en théorie. Oui, ou en théorie il y a moins de crimes, mais on pourra un jour peut-être en reparler. Et vous avez d'ailleurs sorti sur le sujet François en poche au Cherche Midi. Vous connaissez parfaitement le pape François et vous connaissez très bien l'Italie. L'Italie où on revient et Milan plus précisément. Alors on est au tout début de l'affaire. On ne va pas raconter tout ce qui va se passer et qui va être spectaculaire. Et cette enquête qui ne fait que débuter et ce que cache vraiment cet assassinat. On peut le dire, Caroline, c'est un coup de tonnerre, cet assassinat en plein Milan. Oui, dans la Milano Bene, on n'est pas tellement habitué à ça. On pense plutôt à ces choses-là en Sicile. On pense plutôt au mot mafia quand on parle des crimes en Italie. Bon, il y a eu évidemment les Brigades Rouges qui ont fait beaucoup de bruit quelques années avant, à Turin notamment, où il y avait la famille Agnelli, mais quand même, là, ça décoiffe. Ça secoue. Il faut dire que, et on va en parler évidemment longuement ce soir, il est un petit peu sulfureux, ce Maurizio Gucci. Hein. C'est quelqu'un on a l'impression quand même, il a attiré la foudre à plusieurs reprises déjà. La famille est sulfureuse, ils sont nombreux, ils sont très riches, ils sont un peu capricieux et c'est les débuts, au fond, à l'époque, parce que maintenant le luxe a beaucoup changé, mais on parlait beaucoup moins des gens qui étaient dans le luxe. C'était pas si à la mode qu'aujourd'hui, c'était pas vous voyez, on était encore sur les rois du pétrole, c'était pas du tout les gens en Italie dans ces milieux-là, ils faisaient pas tellement parler d'eux. C'est à la fois des dynasties d'anciens riches et de nouveaux riches finalement qui vont illuminer les années à venir, c'est ce qu'on peut dire. À l'époque, c'était encore le roi d'Italie, c'était Monsieur Agnelli. Oui, c'est ça, la Fiat. La Fiat, et c'était encore... oui, on peut le dire, le roi. C'est lui qui était tout le temps en couverture des journaux, qui occupait le plus de pages. Et c'était pas Maurizio Gucci, même s'il il avait beaucoup d'argent. Et on appelait ça encore, les Italiens un peu snobs appelaient ça l'aristocratie des grands magasins. Ah, c'est ça, oui. Donc il y avait une espèce de mépris pour ces gens-là qui ont réussi et qui gagnaient beaucoup d'argent. Bonsoir Yann Kerlo. Bonsoir. Vous êtes également notre invité ce soir dans l'heure du crime et également, c'est du luxe, décidément, il y a beaucoup de monde dans ce studio ce soir de l'heure du crime, auteur du livre « Les dynasties du luxe » aux éditions Perrin. Puis alors là, on ne peut pas mieux tomber, directeur général délégué du groupe Gucci de 2000 à 2008. C'est une dynastie, si je puis dire, une famille que vous connaissez bien, un monde que vous connaissez parfaitement. Alors dites-nous, qui est-il, Maurizio Gucci ? Alors, Maurizio Gucci est d'abord l'un des enfants de la dynastie, et de manière un petit peu différente avec ce que vous avez exposé. Moi, je pense que au moment où il va régner pendant très longtemps, toute cette famille va être un véritable volcan pour des causes souvent fiscales. Parce que entre les héritiers directs et les héritiers indirects, il y a une règle dans cette famille, c'est que les femmes, donc qui ont été épousées, n'ont aucun droit. Ça, c'est la tradition de Guccio Gucci. Et donc, personne ne veut entendre parler d'elle dans les conseils d'administration, dans les décisions, qu'elles soient de marketing ou de choix de personnes, etc. Et donc, elles vont être tout à fait éliminées. Et la seule qui ne voudra absolument pas l'être, ce sera précisément Patricia Reggiani, quand elle va devenir, dans un mariage pour elle très calculé, parce qu'elle n'est pas tombée follement amoureuse simplement de Maurizio Gucci. Elle est tombée surtout amoureuse d'elle-même dans un empire où elle avait pour elle sa place d'évidence. Alors, c'est très important ce que vous dites, effectivement, parce que ça va sans doute conditionner
ce qui va se passer. On va parler évidemment de Patrizia, évidemment dans toute cette heure du crime. Qu'est-ce qui représente Maurizio Gucci en poids financier, etc. À ce moment-là, il a vendu une partie, je crois, de l'Empire. Il a d'abord divorcé de sa femme, donc après une vingtaine d'années de mariage où elle a été gâtée d'une manière inimaginable, parce que elle avait un petit peu le même défaut que lui, il voulait des maisons un peu partout. Alors on avait d'abord pris un petit chalet de plusieurs milliers de mètres carrés à Saint-Moritz, ensuite il y a eu des achats bien sûr à Londres, bien sûr à Paris, bien sûr à New York, bien sûr dans le Connecticut, etc., et même au Mexique. Et donc une fois qu'on avait quelques petites propriétés de ci, de là dans le monde entier, elle s'est trouvée évidemment un peu mieux, et lui avait un impact extraordinaire. Il était extraordinairement aimé, d'ailleurs comme précédemment son aïeul illustre Guccio Gucci, qui a fondé la maison. Ils étaient très aimés de tous les ouvriers qui étaient là. C'est ça, et c'était des célébrités de l'époque, pourrait-on dire. L'enquête va longtemps se concentrer sur la piste financière, la seule qui vaille a priori au sein de cette famille qui a très souvent été divisée et où l'argent règne en maître de génération en génération. Mais est-ce la bonne piste ? Un différend commercial, une dette non honorée, un détournement de fonds peuvent-ils être à l'origine de la mort de Maurizio Gucci ? Le procureur Nocerino explique que les investigations vont porter sur les comptes bancaires de la victime. Enquête qui pourrait s'étendre jusqu'en Suisse, à Saint-Moritz, où vivait la plupart du temps l'héritier, un pays dans lequel il faisait des affaires. Maurizio avait cédé 2 ans auparavant une partie de l'empire familial. Le personnage avait par le passé défrayé la chronique judiciaire, démêlé avec le fisc, accusé aussi d'avoir imité la signature de son père, blanchi finalement par la Cour de cassation italienne. À la fin des années 80, l'héritier avait été au cœur d'une guerre familiale sans merci pour reprendre les rênes de l'Empire. Il s'était heurté à son cousin Paolo, des cousins qui en étaient presque venus aux mains lors d'une réunion de famille où, après des bordées d'insultes, un magnétophone avait volé en l'air. Un litige qui s'était retrouvé sur la place publique et devant un tribunal de Manhattan à New York. Depuis cette époque, agité, le climat s'était apaisé et les cousins n'avaient plus fait parler d'eux. Les Gucci sont des querelleurs, mais ce ne sont pas des tueurs, déclare alors un intime de Maurizio Gucci. L'héritier continuait toutefois d'attirer les convoitises, affichant un train de vie exubérant, voiture de luxe, résidence huppée, achat d'un somptueux voilier qui appartenait au milliardaire grec Niarchos. Même si la piste financière demeure privilégiée, la brigade criminelle dirigée par le commissaire Filippo Nini continue d'explorer celle du tueur et de son complice, les 2 seuls hommes qui apparaissent pour le moment dans le paysage du crime. Les informateurs sont sollicités mais forcés de constater que c'est le silence qui s'impose. La crime milanaise étudie aussi le profil privé de Maurizio Gucci, un homme marié en 1972 à Patricia Reggiani Martinelli, une femme ressemblant à s'y méprendre, dit-on, à Elizabeth Taylor, et avec qui il formait le couple le plus glamour de l'époque. 2 filles, Allegra et Alessandra, 16 et 21 ans, un couple séparé depuis le milieu des années 80, mais tout juste officiellement divorcé il y a quelques mois devant un tribunal suisse. Maurizio Gucci, homme à femme, avait eu quelques maîtresses, mais allait se remarier et refaire sa vie avec la décoratrice en vue Paola Franchi. 2 ans vont ainsi se dérouler sans que l'enquête ne débouche. L'affaire Maurizio Gucci semble alors être condamnée à être non résolue, un cold case à l'italienne, jusqu'à ce coup de fil reçu le 8 janvier 1997 par le commissaire Filippo Nini. C'est un informateur qui l'appelle. Ce dernier dit avoir reçu les confidences d'un gardien de nuit d'un hôtel minable de la rue Lully, lequel se serait vanté d'avoir trouvé le tueur qui a abattu Maurizio Gucci. Témoignage aussitôt pris au sérieux, même si le gardien de nuit, surnommé Sauvignon, a peut-être tendance à raconter n'importe quoi après avoir bu quelques verres. Alors là, évidemment, on va voir si ce fameux Sauvignon, comme on le surnomme, dit la vérité. Pour le moment, on refait avec vous, Yann Kerlo, vous êtes l'auteur du livre Les dynasties du luxe et vous avez longtemps travaillé chez Gucci. On va refaire un crochet, si vous voulez bien, par la vie familiale agitée de Maurizio Gucci, avec une famille qui ressemble un petit peu aux Atrides. On a l'impression que tout le monde se dispute.
qu'on veut absolument tout cet argent, cette fortune, cet empire. Qu'en est-il exactement? C'est vrai qu'il y a eu une guerre quasiment fratricide. Une guerre extrêmement violente entre les membres de la famille, et en particulier parce que des décisions différentes ont été prises et que Maurizio Gucci, conseillé par Domenico De Sole, qui est devenu ensuite le président de Gucci, avait la grande fantaisie d'avoir des comptes ouverts un petit peu partout, dans des pays exotiques, les Bahamas, etc. Bon, un peu moins exotique, Hong Kong, mais néanmoins pratique, et puis bien d'autres endroits. Et donc, à un moment donné, les frères se sont demandé, parce qu'il y a 3 frères dans la dynastie qui est là, donc il y avait Aldo, bien sûr, Vasco, et puis Enzo. Et donc, là aussi, et Rodolfo, pardonnez-moi. Et donc, ces 3 frères ont des visions tout à fait différentes les uns des autres de ce que doit être la stratégie de Gucci. Et la stratégie de Gucci, ça va être en réalité Maurizio qui va s'en charger. Et donc, ce Maurizio, il a des idées tout à fait précises de ce qu'il veut faire. Mais le génie au départ de tout ça, c'est tout de même Aldo. Oui. Et ça, c'est à lui qu'on doit tout, c'est-à-dire la marque, le double G et beaucoup de choses. C'est ça, on est d'accord, mais c'est Maurizio qui devient finalement l'homme fort et qui impose sa griffe, si je puis dire, et en tout cas en faisant valoir la présence de l'argent, ça c'est important. La présence de l'argent, mais il est le premier, le plus endetté de la famille, parce qu'au moment où il a été assassiné, il avait quand même plus de 42 millions de dollars de dettes immédiates. Pas si mal. C'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup d'adjo, ça. Mais bon, en même temps, il avait la certitude de recevoir, à la mort de son père, Rodolfo, il a quand même touché 250 millions de dollars, ce qui vous permet quand même de voir venir l'avenir avec sérénité. De voir venir l'avenir avec sérénité, c'est le moins qu'on puisse dire. Caroline Pigozzi, journaliste, grand reporter à Paris Match. Je parlais de ce couple glamour, Patricia Reggiani-Martinelli. C'est l'une des reines people de l'époque, on peut la voir comme ça? Oui, enfin, elle est en compétition quand même avec quelques princesses romaines et avec, je le redis, la famille Agnelli, enfin, qui fait moins parler d'elle, mais enfin, qui est quand même aussi assez flamboyante. Mais à l'époque, le grand chic, c'est d'essayer de vivre en autarcie. C'est-à-dire chacun a un chalet plus grand que l'autre, chacun a un hélicoptère à Auguste, les hélicoptères italiens, un Falcon aussi, qui s'appelle encore Mystère. Enfin, c'est si vous voulez, au fond, le seul moment où on voyage avec d'autres gens, c'est quand on prend le Concorde. Ah oui. Mais autrement, pas si mal. Oui, parce que là, on est obligé de parler aux 98 autres passagers ou ne pas leur parler, mais en tout cas de les voir. Mais d'habitude, en toute simplicité. Oui, l'autarcie, c'est pas mal. Oui. Et alors, Patricia Reggiani, il y a ce divorce. On sait qu'elle a du mal à le supporter. Et d'ailleurs, elle en parle quasiment un peu ouvertement dans les journaux, dans des interviews là-dessus. Oui, elle se plaint. Oui, ça c'est une chose aussi assez nouvelle, même dans les milieux du luxe, parce que en Italie encore, on lave le linge sale chez soi. C'est pas tellement habituel de raconter sa vie à l'extérieur. C'est des réflexes tout à fait nouveaux. Et elle apparaît, elle va faire même des émissions télé où elle va dire finalement j'ai certes une pension confortable, mais ça elle va suffit se pas. confesser, oui, c'est ça. Elle va miauler, elle va pleurer, c'est ça. Et puis je crois qu'elle a par ailleurs un ascendant sur son mari, c'est que le fils qui est galant homme avec la famille Gucci, et finalement ils s'en sortent assez bien, et elle évidemment, parce que les maris sont quelquefois imprudents sous l'oreiller, elle connaît 2-3 trucs, et à travers ça, c'est une bombe qui peut exploser. Une bombe qui peut exploser. Mais l'enquête sur la mort de Maurizio Gucci s'accélère, brutalement. Il ne va désormais falloir que quelques semaines aux policiers pour reconstituer le vrai scénario du crime. Un règlement de compte dicté par la colère et l'argent. En ce mois de janvier 1997, la brigade criminelle de Milan s'intéresse de près au dénommé Ivano Savioni, surnommé Sauvignon, gardien de nuit dans un petit hôtel. Il s'est vanté d'avoir recruté le tueur de Maurizio Gucci. Il est placé sur écoute. Fait curieux. Il semble cette fois rechercher un homme pour faire peur à l'ancienne épouse de la victime, Patricia Reggiani, dans le but de lui extorquer de l'argent. Autre curiosité, le gardien de nuit est en contact avec une certaine Pina Auriemma, une voyante, une cartomancienne qui est une amie intime de l'ex-épouse de Gucci. Les deux femmes se sont connues il y a une vingtaine d'années lors d'un séjour de vacances. Patricia la consulte régulièrement.
Pina, la voyante, a même emménagé chez son amie alors qu'elle était en plein divorce. Les policiers, qui ont un agent infiltré au sein de l'hôtel, ne tardent pas à comprendre le jeu des uns et des autres. Le veilleur de nuit et la voyante feraient chanter l'ex-épouse Gucci en la menaçant de tout dire sur l'assassinat et de révéler son rôle de commanditaire. Le veilleur de nuit est tellement bavard qu'il égrène les noms de toutes les personnes pouvant être impliquées dans le crime. Le chauffeur de la voiture et le tueur, deux demi-sels de la pègre milanaise, connue pour violence et trafic de stupéfiants, sont identifiés. Le 31 janvier 1997 au matin, les hommes de la Criminalpol interpellent les 5 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de Maurizio Gucci. Patricia Reggiani est arrêtée chez elle dans l'appartement de son ex-mari, un logement qu'elle a réintégré après le crime, comme si elle n'avait jamais divorcé. Ses 2 filles sont là, elle est en chemise de nuit. Aux enquêteurs, elle dit simplement « Je sais que vous venez m'arrêter pour la mort de mon mari ». En dépit de cet accueil prometteur, Patricia nie les accusations. Elle n'a jamais commandité l'exécution de Maurizio, même si elle ne le portait plus dans son cœur. Pour les policiers, la veuve a bel et bien voulu se venger du divorce imposé par l'héritier Gucci. Par le passé, elle aurait demandé plusieurs fois à sa gouvernante si par hasard son mari ne connaîtrait pas des tueurs. Elle explique qu'elle fanfaronnait sous l'effet sans doute de la colère, des mots, rien que des mots. Dans son journal intime, en date du 27 mars 95, jour de l'assassinat, elle note le mot « paradeisos », paradis en grec. Elle explique qu'il s'agit d'une sorte de célébration pour rendre hommage à Maurizio et aussi le nom qu'elle voulait donner à sa future villa. Caroline Pigozzi, journaliste à Paris Match. Alors là, c'est un incroyable rebondissement, même si on savait que la police était un petit peu sur la piste de l'ex-épouse. On est encore loin de l'épilogue. Est-ce que vraiment Patricia Reggiani vouait une haine absolue à Maurizio Gucci au point de vouloir sa mort? Les femmes italiennes sont assez passionnelles. Je crois que ça marche dans les deux. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça marche dans les deux sens. Et puis, elle était peut-être aussi un peu influencée par sa Madame Irma. Vous savez, il n'y a pas de logique. C'est assez irrationnel, les femmes italiennes. Il peut y avoir Madame Irma d'un côté, un crucifix de l'autre, et la haine viscérale qu'on peut avoir pour quelqu'un qui vous a abandonné. Vous ajoutez un peu d'orgueil là-dessus, et ça fait une Macedonia à l'italienne quand même. Redoutable. Assez efficace et souvent redoutable. Alors, elle va effectivement, on l'a dit tout à l'heure, qu'elle répétait partout, qu'elle était malheureuse, en tout cas qu'elle elle ne supportait plus cette situation. Il faut préciser tout de même quelque chose, Caroline Pigozzi, c'est qu'elle ne reconnaît pas les faits, l'ex-épouse. Hein. Non, mais parce qu'évidemment, c'est plus facile de nier, et puis elle est paniquée. Elle sait quand même que la prison n'est sans doute pas très loin, et ça serait la fin si elle avouait. Tout à fait. Ouais. Il faut nier jusqu'au dernier jour, même l'évidence. Je crois que c'est la base, non? Enfin, je suis pas très au courant de ces techniques, mais il faut, oui. Alors c'est un vieux truc de truand, c'est-à-dire que tous les truands chevronnés vont dire il ne faut jamais avouer. Voilà. Ce qui est d'ailleurs assez compliqué face aux policiers, et en l'occurrence les gens de la Criminalpol qui sont des gens expérimentés. Hein. La police milanaise, c'est pas vraiment une police oui, puis artisanale. ils ont été très aguerris pendant toutes les années des brigades rouges et tout ça. La police italienne, ils sont très futés. Ils sont très futés. Et ils ont de bons services de renseignement, par ailleurs. Exactement, et qui travaillent beaucoup avec les Français, mais ça c'est une autre histoire, on pourra en parler. Et avec les Américains aussi. Et avec les Américains dans une autre émission. Yann Carlo, auteur du livre Les dynasties du luxe et ancien collaborateur de la maison Gucci, on le disait, vous nous avez présenté Maurizio, c'est cet homme puissant et riche et tout de même qui reste discret à cette époque. On n'est encore dans la dynastie du luxe qu'on va connaître plus tard. Il ne se sentait pas menacé, cet homme? Absolument pas. Absolument pas. Il n'a jamais cru à une menace quelconque. Mais ce que l'on a peut-être omis de dire, c'est qu'elle-même avait quelque chose à régler avec les Gucci, puisque quand elle s'est mariée avec Maurizio, aucun membre de la famille n'a assisté à ce mariage où ils avaient invité 500 personnes, un mariage somptueux, mais il n'y avait pas un membre de la famille. Et donc, elle leur en a voulu terriblement. Elle a essayé, en fait, pendant des années, avec un certain succès, de mettre dans sa poche, si je puis dire, Aldo.
Aldo Gucci, qui a été donc un personnage très important, puisqu'il a vraiment fait de la marque une marque planétaire. Alors ce que vous nous dites, Yann Kerlo, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a du ressentiment chez cette femme, déjà. Terriblement. Dès l'origine. Terriblement. Hein, elle n'est pas à l'aise dans ce cercle familial. Elle n'est pas reçue dans ce cercle familial. Donc ça va durer pratiquement toute sa vie, et ça va être très long. Alors, elle va dire un peu plus tard, cette ex-épouse, que finalement, elle allait être privée de la fortune de son mari si celui-ci se remariait. Est-ce qu'on a peur à ce moment-là que Maurizio, alors qu'il va être tué, dilapide un petit peu la fortune Gucci ? On le dit très dépensier. Ce que tout le monde craignait, puisqu'il avait eu des problèmes de gestion personnelle très importants, et malgré ses désirs de pouvoir rester le seul maître à bord, il était en train de chercher, à partir de 1994, de manière vraiment tout à fait forte, un investissement extérieur. Il avait trouvé donc la société Investcorp, qui était fondée par Nemir Kirdar, qui était un homme d'une très grande puissance, qui est mort il y a relativement peu de temps, et qui devait faire les meilleurs placements pour les émirs du Golfe. Et donc c'était toute sa clientèle. Et un jour, il a décidé de leur proposer justement de s'intéresser aux marques dites de luxe. Et Maurizio a été l'un des clients très importants pour lui. Un Syrien, non ? Oui, un Syrien. Un Syrien, ce qui explique, encore un petit mot, Yann Kerlo, ce qui explique aussi le fait de la piste financière qui s'imposait. Il y a un litige, etc. Il y avait beaucoup d'argent en jeu à ce moment-là. Hein. On était à un moment clé de la société. Oui, il y avait beaucoup d'argent, et puis il y avait aussi, pratiquement au même moment, le fait que Gucci a été coté en bourse. Qui était bien sûr une idée de Nemir Kirdar, donc le fondateur de cette société Investcorp, et également, là, au fond, Maurizio a donné son aval, parce qu'il espérait que ce placement en bourse allait faire de lui un multimilliardaire. Caroline Pigozzi, encore un mot. L'assassinat de l'héritier Gucci, ça a été un immense choc. Le fait qu'on sache aujourd'hui que c'est sans doute son épouse qui a tout commandité, je pense qu'en Italie, à ce moment-là, c'est une explosion. Oui, mais une femme blessée, une femme humiliée, surtout avec un tempérament d'italienne, ça peut aller très loin. En plus, pour son malheur, cette femme, elle a eu des filles, elle n'a pas eu de fils. Et en Italie, vous n'êtes au fond reconnu dans un milieu où il y a un patriarche, que si vous avez des fils. Les filles, maintenant, on a changé d'époque, mais à l'époque, avoir des filles, c'était pas très important. Tant que vous n'avez pas eu le masque, voilà. Si en plus déjà on l'aimait pas au départ et qu'elle a été humiliée et que personne, elle a eu un ressenti lourd qui au fil des ans a progressé. Patrizia Reggiani reste sur ses positions. Elle n'a jamais demandé à qui que ce soit de tuer son ex-mari. Les juges l'entendent d'une autre oreille. Elle sera donc jugée avec ses 4 présumés complices pour assassinat. Au mois d'avril 1998, Patrizia Reggiani apparaît dans le box vitré de la cour d'assises de Milan. Le procès va durer 6 mois et l'ex-épouse est bien décidée à prouver son innocence. Sa ligne de défense est toute simple. Elle n'a cessé de la répéter alors qu'elle était en détention provisoire à la prison San Vittore. Elle a certes souhaité la mort de son mari, en a rêvé à plusieurs reprises, mais elle n'aurait jamais demandé à qui que ce soit de presser sur la détente. Elle se présente comme une victime. Les véritables coupables la faisaient chanter. Par peur, elle a payé. Lors de l'enquête, la police a toutefois retrouvé un versement de 360 000 € destiné à l'équipe, cette femme et ces hommes qui comparaissent avec elle. Le chauffeur de l'expédition certifie en pleine audience qu'elle est bien la commanditaire. Elle répond avoir été manipulée. Je demandais à tout le monde de me trouver quelqu'un pour me débarrasser de mon mari. Je l'aurais même demandé à mon charcutier. C'était une obsession, indique l'ex-épouse lors du procès, ajoutant qu'il s'agissait de paroles en l'air. Pina Oriema, son amie voyante, dit elle aussi que Patrizia est bien la donneuse d'ordre. L'ex-épouse lui répond que c'est elle qui a tout manigancé, fait abattre son mari, puis lui a fait porter le chapeau pour lui extorquer de l'argent. Pour l'accusation, Patrizia Reggiani est bien derrière l'assassinat. Tout d'abord parce qu'elle voulait absolument se venger d'un mari qui l'aurait abandonnée avec leurs 2 filles. Deuxièmement, parce qu'elle craignait que l'héritage Gucci lui passe sous le nez
avec le remariage programmé de Maurizio. Elle disposait pourtant d'une rente annuelle de 200 000 €, d'un appartement à Milan, d'un autre dans l'Olympic Tower à New York, d'un 3-mâts de 65 mètres, mais tout cela ne lui aurait pas suffi. Le 4 novembre 1998, le président de la cour d'assises, le juge Ludovici, annonce le verdict. Tout le monde est reconnu coupable. 29 ans de prison pour Patrizia Reggiani, 25 ans pour la voyante, perpétuité pour le tueur, Benedetto Ceraulo. Lady Gucci, comme la présente la presse italienne, est menottée. Elle quitte la salle d'audience, les larmes aux yeux. Caroline Pigozzi, journaliste à Paris Match, ce procès extraordinaire, c'est un procès qui passionne l'Italie. Mais oui, mais en plus, vous savez, l'argent en Italie qui brille se trouve à Milan, parce que les Turinois sont très austères et ils ne montrent rien. À Rome, il y a le pape, et puis il y a un peu de décadence, et puis une aristocratie italienne très bien élevée qui ne montre pas. Donc la ville qui brille, c'est vraiment Milan. Et donc ces affaires, tout ça, ça passionne évidemment les Italiens, mais c'est le lieu incontournable et on suit ça, la chronique quotidienne dans les journaux italiens, bien sûr. Et puis ça fait, vous voyez, ça fait diversion parce que les journaux italiens, il y a d'un côté le cinéma, et il y a le cinéma, il y a l'église, mais comme ça, le crime... pas tellement. Le crime chic, surtout. Le crime chic. Le crime chic dans cette ville qui est... Enfin, le crime, je dirais pas chic, je dirais flamboyant. Flamboyant, oui. Dans cette ville qui est le cœur battant, vous le soulignez, vous avez bien raison, de la finance italienne. C'est un procès fleuve, ça va durer 6 mois. On n'est pas habitué à ce genre de procès aussi long en France, quoique parfois ça déborde un petit peu. C'est la loi, comme ça, en Italie, c'est-à-dire qu'on fait des procès, on refait l'enquête à l'audience, c'est ça ? Un petit peu comme les Américains, par exemple ? C'est un peu à la carte. Je crois qu'il y a des procès, il y a des magistrats, enfin il y a des avocats qui font traîner. Et c'est un peu... enfin, ça a été un procès particulièrement long, surtout au fond pour une affaire qui aurait pu être dite passionnelle. Vous voyez, argent, mais en même temps... Oui, à cette distinction près, c'est qu'elle ne reconnaît pas les faits encore, et que ça c'est important. Dès lors que vous ne reconnaissez pas les faits, vous ne pouvez pas prétendre qu'il s'agissait d'un crime passionnel puisque vous n'avez pas commis ce crime. Non, mais dans le fonctionnement, dans la rage et la haine, on peut, comme ça, en filigrane, voir le côté passionnel, je crois. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'elle dira, c'est qu'elle était souvent en colère, peut-être pas au point de tuer, mais que cette colère l'envahissait et qu'elle ne pouvait pas la maîtriser. Yann Kerlo, auteur du livre Les dynasties du luxe, et vous connaissez bien cette maison Gucci, est-il vrai qu'elle pouvait être finalement, si au cas où Maurizio Gucci allait se remarier avec cette styliste, décoratrice, je crois, qu'elle pouvait être dépossédée de son héritage? La famille aurait tout fait pour la déposséder de son héritage, ça c'est déjà ma première réponse. Et la seconde, je voulais revenir un petit peu sur sa manière d'avoir agi vis-à-vis à la fois des juges d'instruction, du procureur et ensuite en salle d'audience. En tant qu'ancien avocat, je trouve que son idée d'avoir dit « mais moi j'ai rêvé que mon mari périsse et soit tué » était assez habile. Parce qu'en général, on dit tout le contraire. Mais jamais, je ne comprends pas, etc. Elle a dit à plusieurs reprises, à la fois au cours de l'instruction et à l'audience, qu'elle avait vraiment rêvé que son mari meure dans les conditions. Elle le dit, puis oui. Elle va reconnaître aussi, il y a assez habile. Toutes ces démarches pour, entre guillemets, trouver quelqu'un pour tuer. Oui. Ça va être même fantaisiste. Il y a même un avocat qui va être sollicité pour savoir s'il connaissait quelqu'un pour tuer. 4 coups de pistolet, 360 000 €. Je ne sais pas si ce sont les prix actuels, mais je pense que on doit pouvoir exterminer des gens à l'époque pour beaucoup moins, et donc on ne s'était pas trompé en choisissant comme victime, entre guillemets, la victime là, en l'occurrence, c'est elle, puisque c'est elle qui va payer cette somme quand même assez conséquente à ces tueurs pacotilles, là, si je puis dire. Oui, c'est très mal préparé. C'est une somme exorbitante. Elle a recherché, je pense qu'à un moment donné, peut-être cette histoire l'a dépassée d'ailleurs. Mais juste encore un petit point, Yann Kerlo, je vous posais la question, est-ce qu'elle allait être dépossédée de l'héritage réellement? Vous dites la famille, si évidemment aurait voulu. Ils auraient tout fait, et je pense que à partir du moment où elle est divorcée,
Bon, elle a toujours dit que quand on lui avait donné $35,000 pour son mensuel, pour son divorce, elle disait mais je dépense entre 50 000 et $100,000 par jour. Qu'est-ce que je vais faire de cette aumône ridicule? Oui, donc évidemment, ça nous remet peut-être un petit peu, si vous voulez, dans on est toujours un discours un peu différent. On est toujours un peu soufflé par ce genre de réflexion. On n'y est pas tellement habitué, il faut bien le reconnaître. Vous qui avez été avocat, et ça tombe bien ce soir puisqu'on est en plein marasme judiciaire avec ce procès Gucci, c'est chacun pour soi à ces audiences. C'est pas étonnant, hein, chacun essaie de tirer bien son sûr. épingle du jeu. La voyante, l'ex-épouse... Oui. Mais en même temps, si vous voulez, les sommes qu'elle a fait manipuler et qu'elle a extorquées de son mari, il n'y a pas d'autre terme qu'extorquer. Bon, il était un homme d'une grande générosité, mais bon, elle n'a jamais été satisfaite, cette femme, parce que malgré, donc vous avez cité le bateau de Niarchos et ses 60 mètres de long, mais bon, le même jour, elle avait eu ça et elle avait eu en plus un avion personnel. Donc c'était pas mal. Enfin, donc c'était pas juste simplement pour se promener sur les flots, mais il y avait aussi les nuages qui étaient visités. Donc c'est quand même pas mal. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'hélicoptère pour faire des... Oui, évidemment, pour faire les courses. Oui, mais ça, c'est juste pour le supermarché. Caroline Pigozzi, c'est un déballage en règle. On a dit que l'Italie se passionnait pour ce procès. On va vraiment le suivre jusqu'au bout. Hein, les 6 mois, les journaux vont alimenter cette chronique en permanence. Mais oui, et il faut dire que la chronique des faits divers, elle est importante en Italie. Hein. Oui, mais en même temps, les Italiens, ils ont un fond d'austérité et de moralité. Alors, ça les fascine quand il y a des histoires comme ça chez les autres. Ils ont l'impression de vivre Dallas. Et c'est une chose extraordinaire. Vous voyez, parce que ça reste quand même... il y a encore une moralité, il y a encore des tas d'écoles très catho. On est donc stupéfait, c'est un choc. Hein. Oui, c'est flamboyant, comprenez. Il se promenait avec ses diamants, il avait des diamants qui étaient comme des piscines. Enfin, je veux dire, tout ça... Et c'est pas tellement le style italien. Il y avait pas tellement de chauffe en Italie à l'époque. C'était nouveau, c'était l'aristocratie des grands magasins. La Cour d'appel de Milan va confirmer le verdict de première instance, peine réduite toutefois de 3 ans, 26 au lieu de 29 pour l'ex-épouse Gucci, qui va tout de même passer presque 18 ans derrière les barreaux. Patrizia Reggiani aurait pu quitter la maison d'arrêt San Vittore dès 2011, mais il lui aurait fallu pour cela accepter un travail d'utilité publique. Elle aurait ainsi bénéficié d'un régime de semi-liberté. Elle a refusé en expliquant « Je n'ai jamais travaillé de toute ma vie, ce n'est certainement pas maintenant que je vais commencer ». 2 ans plus tard, alors âgée de 63 ans, elle finit par accepter cette proposition, mais en choisissant un emploi à sa mesure. Elle est consultante pour la société Beaux-Arts, spécialisée dans les bijoux fantaisie et accessoires de mode. Dès sa sortie de prison, elle est poursuivie par une nuée de paparazzi. Elle ne se cache pas comme si elle avait traversé toutes ces années sans rien changer à ses habitudes. On la suit alors qu'elle fait du shopping via Monte Napoleone, la rue des boutiques chics de Milan. Elle se promène avec un perroquet sur l'épaule et continue à porter des tailleurs chics. Une partie de sa pension de veuve lui étant toujours versée. Patrizia Reggiani va donner des interviews. Dans l'une d'elles, elle déclare « Je dois avouer que pendant un moment, j'ai vraiment voulu me débarrasser de lui, mais mes intentions se sont arrêtées là. C'était juste un désir. Quelle épouse n'a jamais dit « Je vais le tuer, ce type ?» Patrizia Reggiani, premier rôle d'un crime qu'elle a toujours nié, en dépit des preuves accablantes et de sa condamnation, apparaîtra bientôt au cinéma. Son rôle, interprété par Lady Gaga, un film intitulé The House of Gucci, la maison Gucci. Elle trouve bon le choix de l'actrice pour l'incarner. Elle regrette simplement que Lady Gaga ne l'ait pas contactée. Un manque d'élégance, a précisé la femme qui fit tuer le richissime mari qu'elle détestait. Yann Kerlo, auteur du livre Les dynasties du luxe et ancien collaborateur de la maison Gucci, elle aime toujours autant la célébrité
l'ex-Madame Gucci? Ça, je pense qu'elle ne pourra jamais s'en passer, de même que ne pourra pas se passer de son confort. Et je pense qu'elle doit être très contente avec son perroquet Viamonte Napoleone de faire un petit peu parler d'elle. Alors c'est une extravagante, on le comprend bien, et elle en joue et elle en surjoue. Quelle a été sa vie en prison? Je crois que c'est un petit peu particulier, elle n'était pas si mal que ça. Non, elle était bien traitée. Elle était bien traitée et elle savait aussi, même là elle a dû savoir plaire à quelques-uns ou quelques-unes qui surveillaient ses allées et venues et en se montrant toujours reconnaissante. C'est ça. Et donc, avec les quelques sous qui pouvaient lui rester. Voilà. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, elle est toujours vivante, je crois, puisque d'ailleurs elle a répondu à la production du film, elle a répondu que Lady Gaga aurait tout de même pu lui téléphoner, lui passer un coup de fil. C'était Ce serait bien vu en directrice artistique, à mon avis, du film. Vous voyez, je ne sais pas si Ridley Scott y pensera, mais elle aurait tout à fait, elle doit avoir envie d'un rôle comme ça. Accessoiriste aussi. Accessoiriste aussi, oui. Parce qu'elle a tout ce qu'il faut, à mon avis, dans ses penderies. Et de quoi vit-elle aujourd'hui? Est-ce qu'on sait? On connaît sa vie. Elle vit à Milan, en tout cas. Elle vit à Milan. Elle continue à vivre. Pas à Milan, j'aime beaucoup l'Italie, mais ne vivant pas là-bas, je n'ai pas d'éléments à vous communiquer. Donc, en tout cas, elle est toujours vivante. Elle continue à faire parler d'elle. Et elle est heureuse, a priori, de continuer à donner des interviews. Caroline Pigozzi, journaliste à Paris Match. Expliquez-nous pourquoi l'Italie des années Berlusconi, c'est ça, c'est-elle passionnée pour cette histoire? Il y a un hasard. D'abord, c'est la lettre G, c'est un giallo, c'est un polar. Alors le giallo, c'est le polar et c'est le scandale aussi. Le scandale, et puis c'est un peu... vous soulevez le rideau et vous voyez ce qui se passe chez les autres, et les gens à Milan ont des vies austères, même s'ils étaient riches. Il y a quelques familles qui font parler d'eux, mais moins austères qu'à Turin, mais c'est quand même un monde, il fait froid, il y a de la brume, c'est pas une ville tellement amusante, Milan. Alors l'été, ils vont à Porto Cervo, à Porto Ercole et tout ça. C'est une belle ville. Non, c'est une ville magnifique, le Duomo, tout ce que vous voulez, mais c'est une ville froide. Donc tout à coup, il se passe quelque chose dont on peut parler officiellement, parce que c'est des gens que tout le monde connaît. Autrement, on est obligé de susurrer quand on parle de sa famille, de ses voisins. Là, ça a été une chose... Là, c'est l'explosion. Et c'est, j'ai envie de dire, Caroline Pigozzi, que c'est aussi une histoire qui marque aussi une étape dans l'histoire judiciaire italienne. Parce que désormais, tout est ouvert, finalement. Les procès à grand spectacle, ils vont commencer. Et puis en plus, à l'époque, on ne prend pas du tout la défense des femmes. Et alors, il y en a, ça permet de dire, moi je suis pour elle, non je suis contre. Vous voyez, il y a les femmes, elles sont silencieuses encore à ce moment-là. On prend parti dans l'opinion, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Et Yann Kerlo, justement, on prend parti dans l'opinion. Je pense que c'est vrai, et c'est un peu le cas. Je pense que je suis tout à fait d'accord à ce que vient de dire Caroline Pigozzi, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait personne vraiment pour soutenir les femmes, alors que maintenant c'est exactement le contraire. Donc c'est très bien, mais là, si vous voulez, je trouve que d'une certaine façon, elle a assumé la totalité de son forfait. Bon, là, elle a fait les années de prison, etc. Et maintenant, elle a tout à fait l'intention, à mon avis, de revenir en scène avec un véritable rôle. Vous pensez ça, vraiment? Ah oui, vraiment. Parce que je pense qu'elle ne va pas rester comme ça, simplement photographiée par 3 journalistes et 2 photographes. Ça suffit pas, ça. Oui, ça suffit pas, parce qu'elle a connu mieux, finalement. Oui. Et que quand on goûte à la lumière, il est difficile de rester à l'ombre, en tout cas. Pas du tout envie d'être dans l'obscurité, à mon avis. On découvre le narcissisme. Oui, c'est ça. Très léger. Ce sont effectivement des années, effectivement, aussi, où on découvre... Il y a beaucoup à rattraper, là. Yann Kerlo, est-ce qu'on peut dire que... Alors, l'Italie prend parti, encore une fois, c'est le cas de beaucoup de procès, de grands procès d'assises. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle a été un petit peu manipulée, Lady Gucci, comment on l'a surnommée? Je ne pense pas qu'elle ait été manipulée. Elle a beaucoup essayé de manipuler les autres, mais qu'elle ait été manipulée, non. Elle a parlé un peu trop à un certain nombre de gens qui ne méritaient pas ses confidences, en particulier la diseuse de Bonaventure, ce qui était plutôt une mauvaise aventure. C'est vrai. Et donc je crois que là, dans cet ordre d'idées, elle est surtout, elle, capable de manipuler plutôt que d'être manipulée.
Est-ce que à l'époque du crime, alors le crime, c'était pas une très bonne publicité pour la maison Gucci. Je pense qu'ils se seraient passés de ce genre d'événements, même on s'est aperçu qu'ils étaient totalement étrangers à ce qui pouvait se passer. Est-ce que au moment du procès, là, on est 3 ans plus tard, ça pèse encore sur l'image de cette marque Non, je pense que, alors évidemment, c'est pas du tout du goût de ceux qui ont cette marque Gucci, donc en l'occurrence l'équipe de Monsieur Pinault et de son fils. Et donc c'est pas du tout dans l'ordre habituel de la maison. En général, c'est plutôt le secret total surtout. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, on a tourné la page. On a tourné la page depuis fort longtemps. C'est ça, on a tourné la page depuis fort longtemps. Et tout de même, alors, je parlais encore un petit mot quand même. Il y a eu Gucci le crime, il y a Gucci le film. C'est quand même une famille, un clan, un nom qui garde toujours un côté sulfureux. Caroline Pigozzi. Non, pas tellement, je crois pas, parce que ça peut être en Italie, mais à l'étranger, c'est surtout une marque. Et maintenant, les marques, c'est aussi les parfums, c'est tout ça, ça s'est énormément développé. Finalement, c'est devenu très, très, très important, toutes ces marques. Et les générations actuelles, elles savent absolument pas qui était Madame Gucci. Et ça les intéresse pas. D'ailleurs, ils ne savent même pas si c'est identifié à une famille. C'est plus du tout ça, maintenant. C'est comme, Hermès, est-ce que les gens savent à qui ça appartient? Vous voyez, tout ça, entre les actions qui sont dans le public et le fait qu'il y a une famille derrière. Je pense qu'on est passé tout à fait à une autre époque. Les marques sont très, très, très internationales. Je suis pas du tout sûr qu'en Chine, où ils doivent faire le plus gros chiffre d'affaires de la marque, on sache qui sont les Gucci. Yann Kerlo, un dernier mot. C'est vraiment une histoire qui a tout de même judiciairement marqué l'Italie. C'est spectaculaire. Je pense que ça a marqué le monde entier, puisque dans le monde entier où il y avait la marque Gucci était très développée, tout le monde s'est intéressé à cette affaire parce qu'elle était exceptionnelle et qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'affaires de ce genre, parce que ce sont des fonds considérables qui se promènent d'un nom à un autre, mais c'est tout. Merci beaucoup Yann Kerlo et Caroline Pigozzi d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'assassinat de Maurizio Gucci et son extravagante commanditaire. Son ex-épouse, bientôt sur les écrans sous les traits de Lady Gaga. Mais ce soir, ce n'était pas vraiment du cinéma. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.